Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. D'abord, les titres. Le M23 reporte de 24 heures les débuts du retrait de ses troupes de la ville de Goma. Au cours d'un meeting, les rebelles ont annoncé qu'ils vont finalement commencer à se retirer vendredi, mais déjà son arsenal militaire est acheminé en dehors du chef-lieu de la province du Nord Kivu. Nous en aurons la confirmation avec notre correspondant sur place à Goma. Le Conseil de sécurité de l'ONU vote une nouvelle résolution sur la situation dans l'est de la RDC. L'embargo sur la vente et la livraison d'armes aux groupes armés actifs en République démocratique du Congo est prolongé jusqu'en 2014. Le Conseil condamne également la rébellion du M23 et ses soutiens extérieurs, mais sans pour autant les mentionner. Enfin, dans l'opinion, les réactions n'ont pas tardé après le vote de cette résolution. Certains se disent indignés que l'ONU ne prenne pas le courage de sanctionner les agresseurs de la RDC. D'autres encore accusent les Nations Unies d'être complices des agresseurs. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous, vous informer est notre devoir. À Goma, le M23 reporte de 24 heures les débuts du retrait de ses troupes. Selon le site de Radio Okapi, les rebelles annoncent qu'ils vont commencer finalement à se retirer vendredi. La rébellion avance des raisons d'ordre organisationnel. C'est ce qu'un des porte-parole du mouvement a affirmé au cours d'un meeting ce jeudi. Plusieurs sources confirment que les rebelles sont encore visibles dans la ville et des cas de pillage ciblés se poursuivent dans des résidences des personnalités politiques et militaires. Mais des mouvements de véhicules vers Rutshuru sont constatés dans la ville. Selon notre correspondant sur place à Goma, les camions de l'office de route ont été vus ce jeudi transportant l'arsenal militaire du M23, ce qui fait penser à un début de retrait. Des précisions avec Saïdi Ramazani en ligne de Goma. Après l'expiration du délai de retrait de la ville de Goma par le M23 qui occupe cette dernière depuis le 20 novembre 2012 et suite aux activités irrélatives, entre autres les tête-à-tête du président Kabila et celui du M23, Jean-Marie Runiga à Kampala, le M23 donne bonne impression de quitter la ville, mais la vérité reste à moitié convaincante. Rappelons que aujourd'hui la ville de Goma était bien embellie par des engins de l'office des routes et des privés transportant les munitions au compte du 1-23 qui se retirerait dans les proximités de Goma à 20 km à Kibumba. Signalons en outre que lors d'un point de presse animé par les chairman du 1-23, il a précisé que les militaires partiront, mais que l'administration et la police sera chapeautées par son mouvement. Depuis Goma, Saïdi Abbas pour Télé 7. Merci Saïdi Ramazani pour toutes ces précisions. Revenons à Kinshasa. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication dénonce pour sa part les atteintes à la liberté de la presse ainsi que le menace sur l'intégrité physique des journalistes. Certaines chaînes de télévision et stations de radio sont interdites d'émettre alors que quelques entreprises audiovisuelles ont vu leurs équipements pillés ou confisqués. Par ailleurs, les CESAC lancent une mise en demeure aux responsables de Radio France Internationale et de Radio Okapi. Il est reproché au premier la diffusion récurrente des interviews accordées à une force négative, au second la diffusion des interventions qui ne respectent pas l'autorité et les institutions établies, ainsi que des appels à l'insurrection, notamment au cours de l'émission Parole aux auditeurs. Embargo sur la vente et la livraison d'armes aux groupes armés actifs en République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité des Nations Unies prolonge l'échéance jusqu'en 2014. Je l'ai annoncé en début de journal. Dans sa nouvelle résolution adoptée mercredi, le Conseil condamne également la rébellion du M23 et ses soutiens extérieurs, mais sans les mentionner. Les détails dans ce commentaire de Patrick Chamala. Par cette nouvelle résolution initiée par la France, le Conseil de sécurité des Nations Unies décide à l'unanimité de renouveler l'embargo sur les armes en République démocratique du Congo. Le texte condamne également le M23 et toutes ses attaques contre la population civile, les casques bleus de la MONUSCO et les travailleurs humanitaires, ainsi que les atteintes aux droits de l'homme qu'il a commises, notamment les exécutions sommaires, les violences sexuelles et sexistes. Pour l'ONU, tous les auteurs de ces violations des droits humains doivent en répondre. Le Conseil condamne aussi les efforts déployés par la rébellion pour mettre en place une administration parallèle illégale et saper l'autorité du gouvernement de la RDC. Ainsi demande-t-il au M23 et aux autres groupes armés qui écument l'est du pays de déposer les armes, et cela de façon permanente. Quant au soutien dont bénéficie la rébellion du M23,
le Conseil exige de nouveau qu'il soit mis fin à tout appui extérieur, tout en menaçant de sanctions ciblées les dirigeants rebelles et les personnes qui leur fournissent cet appui. Mais il y a un bémol dans tout cela. Nulle part il est fait mention du Rwanda ou de l'Ouganda, qui, selon le groupe d'experts de l'ONU, appuient la rébellion. Et pourtant, l'ambassadeur et représentant permanent de la RDC devant le Conseil de sécurité avait exigé des sanctions à l'encontre de ces pays pour avoir violé de façon flagrante la Charte des Nations Unies. Pour l'émissaire congolais, le rapport final du groupe d'experts établit clairement et de manière péremptoire que le gouvernement rwandais continue de violer l'embargo sur les armes et fournit directement une aide militaire aux rebelles du M23. Et les experts n'ont pas changé leur position malgré les observations écrites de Kigali, estimant qu'aucun élément fondamental des constatations faites antérieurement ne mérite d'être modifié. Aujourd'hui, la question est: pourquoi alors le Conseil de sécurité hésite-t-il à suivre ses propres experts et à prendre des sanctions contre le Rwanda et l'Ouganda? Quelle valeur accorder à cette nouvelle résolution qui ne mentionne pas les soutiens extérieurs de la rébellion? Pour l'heure, les réunions se multiplient et se ressemblent au Conseil de sécurité de l'ONU. En réaction, les sénateurs s'indignent que l'ONU n'ait pas mentionné le nom de l'agresseur dans cette résolution. Du coup, certains d'entre eux commencent à soupçonner les Nations Unies d'entretenir cette situation des guerres dans l'est de la RDC. On les écoute au micro de Serge Prété. Dans les rues de la capitale, cette nouvelle résolution du Conseil de sécurité de l'ONU est très critiquée. Les Congolais de Kinshasa crient à l'injustice des Nations Unies devant l'agression dont est victime la République démocratique du Congo. Nos reporters Marie-Jeanne Bibomba Tonfouri et Fiston Bouini ont interrogé quelques Kinois à ce propos. Suivant. Pour les Kinois interrogés au centre des affaires, la condamnation du M23 par le Conseil de sécurité des Nations Unies ne suffit pas. Il fallait étendre les sanctions jusqu'au Rwanda et à l'Ouganda. Certains estiment que le gouvernement de la République devrait avoir un langage ferme pour obtenir les sanctions de tous ceux qui soutiennent le M23. Moi, je trouve ça injuste, hein, parce qu'en principe, l'ONU doit d'abord considérer quand nous sommes agressés par le Rwanda. Mais malheureusement, nous avons été surpris de constater que le Rwanda n'a pas été cité. Ces gens-là nous font dormir debout. Il n'y aura rien de bon. Ce sont eux qui ont fabriqué cette histoire-là avec le Rwanda. Maintenant, ils lui donnent des impulsions d'une question fondamentale qui, en principe, devait réunir tous les acteurs politiques congolais.
y compris les Rwandais, les promoteurs des accords de M23. Et maintenant, l'ONU veut faire semblant. Personnellement, je pense qu'au lieu de condamner le M23 seul, il faut aussi condamner tous les pays qui les soutiennent, notamment l'Ouganda et le Rwanda. Donc je pense que c'est de cette façon-là qu'on peut quand même essayer de mettre fin à cette histoire-là. Quant au maintien de l'embargo sur les armes, la population demande à l'ONU de clarifier cette situation afin que la République démocratique du Congo se dote de moyens conséquents pour assurer sa défense. C'est nous qui sommes un grand pays qui manque des armes. Peut-être, je ne sais pas moi qui parle là-bas, eux, d'autres pays, peut-être d'autres pays, d'autres puissances étrangères ne veulent pas que nous, on puisse avoir ces armes-là, pour que nous soyons agressés et que peut-être là-bas, il y a une sous roche. La RDC est un pays qui doit se défendre. Pour se défendre, nous devons avoir des armes. Donc, pour avoir des armes, nous sommes obligés d'acheter les armes au même titre que tous les autres pays. Mais pourquoi ils vendent des armes au Rwanda, qui agresse la RDC, à l'Ouganda, mais pas à la RDC? Par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU exige au M23 de mettre immédiatement fin à toute forme de violence commise sur les populations civiles innocentes. Le Sénat entame à son tour l'examen du budget de l'État 2013 après la Chambre basse. Le vice-premier ministre et ministre du budget était devant les élus des élus pour présenter le projet du gouvernement. Les débats ont aussitôt après été lancés. Le gouvernement devra répondre à une kyrielle des préoccupations des sénateurs autour de ce projet de budget estimé à un peu plus de 7 milliards de francs congolais. Entre-temps, on parle de plus en plus de Kampala 6, une nouvelle rencontre sous l'égide de la CIRGEL pour évaluer l'accord du 23 mars 2009. Seulement, cette fois, toute la classe politique et la société civile seront associées au débat. Cette réunion serait annoncée pour les tout prochains jours dans la capitale ougandaise. Ce sujet a intéressé de près votre rédaction qui vous propose ce commentaire sur la voix de Patrick Chamala. Pour le journal Le Potentiel, ce sont des sources du ministère des Affaires étrangères qui livrent l'information sous le couvert de l'anonymat. L'évaluation de l'accord du 23 mars 2009 aura lieu incessamment. Ce n'est qu'une question de jours, d'autant plus que la réunion interinstitutionnelle en a fait le principal sujet de sa séance de mercredi 28 novembre. Cette fois, des leaders de la majorité, de l'opposition et de la société civile sont associés aux discussions. Hors de question de mettre face à face, sans témoin, le gouvernement et le M23. Mais toujours selon les mêmes indiscrétions, il apparaît que le format de ces prochaines discussions serait réduit au strict nécessaire. Il est avancé le nombre de 30 participants en lieu et place d'une multitude, souvent à la base de la foire d'empoignes interminable. Cet aspect résolu, l'autre en lien avec la durée des travaux, trouve également solution. Ceux-ci ne dureront que 15 jours maximum. Aucune rallonge ne sera tolérée ni proposée alors que l'ordre du jour est clair et précis. Rien que l'évaluation de l'accord du 23 mars 2009, lequel accord, comme on le sait, a offert le prétexte à la guerre que mène actuellement le M23 en sa qualité d'émanation du signataire d'alors qui est le CNDP. La délégation de Kinshasa est invitée à rester vigilante. L'interlocuteur n'est pas un enfant de cœur à qui l'on va donner des ordres ou faire des remontrances. Il est détenteur d'un agenda caché qu'il peut actualiser en cas de distraction de la partie gouvernement. Le M23 fera tout ce qui est en son pouvoir pour garder un pied ferme sur Goma et ses environs, de manière à mettre en marche le projet de balkanisation de la RDC qui s'accompagne du pillage des ressources de l'ex-colonie belge. Il s'ensuit que les discussions sur la remise en cause de l'ordre institutionnel actuel ne devront pas être inscrites à l'ordre du jour de cette rencontre. Celle-ci pourrait trouver des solutions sur le plan interne au pays. Cette rencontre appelée à être convoquée au courant de la semaine prochaine, sauf changement de dernière minute, vise à vider de leur substance les revendications du M23 et ont conduit à la guerre que tout le monde déplore. La délégation qui viendra de Kinshasa ainsi que celle du M23 devront mettre en avant-plan l'intérêt supérieur du pays en lieu et place de leurs propres revendications, légitimes soient-elles. De la même manière, les délégués de Kinshasa devraient éviter de tomber dans le piège des compromissions
qui voient souvent le jour dans pareilles circonstances. L'UDEMO condamne l'occupation de la ville de Goma. L'Union des démocrates moboutistes accuse l'armée rwandaise qui a investi le chef-lieu du Nord Kivu à travers les M23. Dans une déclaration ce jeudi à Kinshasa, ces partis politiques remettent en cause le leadership au sommet de l'État et encouragent en même temps les forces armées de la RDC à garder espoir. Voici un extrait de cette déclaration lue par le président du bureau politique de l'UDEMO, Bernard Biando. On l'écoute. Direction la province orientale, le nouveau gouverneur n'est toujours pas investi par ordonnance présidentielle près d'un mois après son élection. Cela en dépit de la publication des résultats définitifs par la cour d'appel des Kisangani. Cette situation suscite déjà de commentaires divers dans l'opinion, ainsi que nous les confirme cette correspondance de Toms Makunya depuis Kisangani. La cour d'appel des Kisangani n'a toujours pas expédié les dossiers de l'arrêt confirmant les résultats provisoires de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province orientale du 8 octobre 2012. C'est ce qui a affirmé le mardi dernier un analyste politique au cours d'une conférence de presse. Hubert Moussengela dit que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a tassé dossier pour signifier l'ordonnance portant investiture du gouverneur élu Yabamani Sassaïti et son vice Pascal Mouli, conformément aux articles 80 de la Constitution. Selon l'esprit de cet article, a-t-il précisé, le président devrait poser ses actes dans les 15 jours suivant la confirmation des résultats provisoires par la Cour d'appel de Kisangani. Contacté par Céleste Kisangani, le greffier principal de la Cour d'appel a affirmé que le dossier est encore à Kisangani. Soit distingué pour consulter ce dossier est frappé d'appel. Ceci pour signifier qu'il est en voie de recours pour contestation. La décision rendue par la Cour d'appel de Kisangani à ce propos doit être examinée par la Cour suprême de justice. Depuis Kisangani, Tom Makunya pour Télé. Merci Toms Makunya pour toutes ces informations. Le directeur général de la direction des impôts tire la sonnette d'alarme. Dieudonné Lokadimonga rappelle aux contribuables de la direction de grandes entreprises et centre des impôts que l'échéance d'un paiement du 2e acompte de l'impôt sur les revenus fiscaux est fixée au 30 novembre. Dieudonné Lokadimonga, des propos recueillis par Marie-Jeanne Bibomba-Tanfouré. Il s'agit du paiement d'une sorte d'acompte sur l'impôt qui sera déclaré au 31 mars 2013 et qui concerne les revenus 2012. Nous les appelons à pouvoir remplir leurs obligations, c'est-à-dire payer dans les délais. Et cet impôt représente, disons en fait cet acompte représente 40% de l'impôt qu'ils ont déclaré au 31 mars 2012, majoré des suppléments, des suppléments qui ont été établis par l'administration au titre de l'exercice
comptable 2011. Et tous ceux qui ne vont pas s'acquitter de leurs obligations au plus tard le vendredi 30 novembre 2012 verront en fait le montant augmenté, l'impôt augmenté de 50% de majoration. Le trafic entre la province du Bandundu et l'Angola est désormais relancé. Suspendu depuis un temps relativement long, les autorités provinciales du Bandundu ont décidé de le rouvrir. Le gouverneur Jean Kamissendu s'est rendu personnellement dans les territoires de Kasongo-Lunda pour la circonstance. Question d'expliquer aussi l'intérêt de cette initiative pour sa province. Oscar Bakado à Toakashika Bonso. Plus de détails. À la tête d'une forte délégation, le chef de l'exécutif provincial du Bandundu est allé dans le territoire de Kasongo-Lunda pour relancer le trafic entre Bandundu et la République d'Angola. Dans une ambiance bon enfant, Jean Kamissendu a expliqué à ses administrés l'importance de cette décision bénéfique sur le plan économique de sa province, en passant par ce territoire de Kasongo-Lunda. 2200 km de frontière avec l'Angola, pays frère, juste en face là. Et dans les 2200 km, 1200 se retrouvent dans la province de Bandundu et exclusivement dans le district du Congo. Toute cette frontière, ces 1200 km sont fermés au public du district du Congo. Moi, personnellement, je ne trouve aucune raison à cela. Nous sommes venus voir avec toute la délégation qui m'accompagne les possibilités, n'est-ce pas, de pouvoir ouvrir la frontière de sorte à ce qu'il y ait interpénétration, qui existe déjà d'ailleurs, les échanges culturels, pour des besoins, pour des raisons économiques aussi. Je ne vois pas pourquoi on garderait ces frontières fermées. Moi, personnellement, je pense qu'il n'y a aucune raison de fermer les frontières. On va les ouvrir. Jean Kamissendu Kutuka s'est également intéressé à l'ouverture des voies de dessert agricoles. Les travaux de cantonnage manuel ont été lancés à la grande satisfaction de la population. L'UNICEF présente son programme sectoriel 2013-2017, un travail que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance inscrit dans les cadres de sa revue annuelle sur le programme des coopérations avec le gouvernement congolais. La cérémonie a eu lieu au centre Bethany dans la commune de Gombe. Marie-Jeanne Bibobati-Fouri, Evelyne Chibola. Durant 3 jours, les participants à cet atelier devront se focaliser sur le suivi et la protection des enfants. À travers ces échanges, à en croire les organisateurs, un renforcement des plaidoyers sur le plan social sera établi pour sauvegarder non seulement un suivi, mais aussi et surtout la santé des enfants, aujourd'hui mise à prix. L'UNICEF va renforcer son travail dans le domaine de suivi de l'enfant, y compris le domaine de la santé bien sûr, la nutrition, VIH-Sida, et aussi le secteur de haut investissement. On va aussi, comme le cycle actuel, se concentrer sur l'éducation de base des enfants et ainsi ce qui concerne la protection des enfants. Au terme de cette formation, un site de programmation sera officiellement présenté afin d'assurer l'éducation des bases des enfants. L'UNICEF dit rendre public les rapports de la revue 2008-2012 dans un avenir proche sur l'évaluation des activités menées par ses partenaires, partager les leçons afin de corriger la présente revue. Samsung Week, l'événement est célébré chaque année dans différents pays africains. Cette fois, c'est la RDC qui a été retenue. À cet effet, la représentation de ce géant de la technologie en République démocratique du Congo a tenu une conférence de presse en son siège de Gombe, une cérémonie au cours de laquelle des nouveaux produits Samsung ont été exposés. Bichumbo Ndoya, Christopher Kamanda. Depuis cette décennie, Samsung est à la pointe de l'innovation. Ses découvertes, ses inventions et ses produits de haute portée technologique révolutionnent le numérique. Cette technologie novatrice apporte une impulsion nécessaire dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nos produits sont conçus pour l'Afrique. Là, c'est le tout premier point. Et nous avons vraiment fait le nécessaire pour que nos produits puissent répondre à toutes vos préoccupations. Nous le savons comment nous avons une situation qui n'est pas stable en électricité. Et nous avons toujours besoin des accessoires additionnels pour pouvoir bien garder nos produits. Mais Samsung y a pensé. Vous achetez une télé,
vous achetez un climatiseur, vous achetez un frigo, vous avez déjà un stabilisateur incorporé. En ce qui concerne la bourse, le directoire rassure les clients et rappelle la qualité novatrice des produits de la marque Samsung. Et la qualité Samsung a un prix pour nous les Africains. Vous aurez une télé que vous pouvez avoir pour plus de 5 ans à un prix que vous ne pourrez même pas imaginer. Mais avec Samsung, tellement qu'on est sûr de la qualité de nos produits, on vous donne 24 mois de garantie. On vous laisse les produits parce qu'on est tellement sûr de la qualité. En présence de son manager général, Bill Kim, la semaine Samsung va se dérouler du 3 au 8 décembre à Kinshasa. Le 6 décembre, Samsung ouvrira officiellement la salle d'exhibition à Romeo Golf. Le 7 décembre, la société organisera une réunion avec des partenaires et le 8 décembre interviendra la clôture de Samsung Week accompagnée de la finale de musique et de danse des jeunes talents. Un mot en sport, les 3 finalistes pour les ballons d'or sont connus. Comme prévu, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en font partie et André Iniesta sera le 3e homme. Triple tenant du titre, l'Argentin de Barcelone fera une nouvelle fois office de grand favori, lui qui est bien parti pour battre le record de Gerd Müller sur une année civile, 82 buts actuellement et 85 pour l'Allemand en 1972. Pour être tout à fait complet avec l'actualité nationale, c'est l'heure d'effectuer la ronde des kiosques à journaux parus ce jeudi à travers la capitale. Rosa Wazi nous y emmène tout de suite dans sa revue de presse. La presse congolaise, plus que jamais déterminée à accompagner le gouvernement pour mettre fin à la crise qui prévaut à l'est du pays. Ce jeudi, c'est encore la situation à l'est du pays qui fait la une de journaux parus dans la capitale. Le phare, pour commencer, annonce le M23 garde les clés de Goma. En effet, il n'a pas mâché ses mots en faisant savoir aux autorités congolaises et à la communauté internationale qu'après les vrais faux départs des troupes et l'évacuation de l'arsenal militaire vers Rutshuru, la gestion politique et administrative de la ville de Goma reste entre les mains du M23. Le potentiel pour sa part s'interroge pour savoir à quoi aura donc servi ces retraits si ce n'est pour légitimer l'action du M23 en aménageant des parcelles pour répondre d'une certaine manière à leurs revendications dites légitimes. Tout compte fait, les retraits de troupes rebelles de Goma passent pour une simple diversion destinée à embarquer Kinshasa dans un jeu à somme non nulle. Kampala 5, classe politique et société civile associées au débat écrit le potentiel à sa une. Une nouvelle rencontre sous l'égide de la CIRGL est annoncée dans le tout prochain jour dans la capitale ougandaise. Cette fois-ci, des leaders de la majorité, de l'opposition et ceux de la société civile sont associés aux discussions. L'ordre du jour est contraignant. L'évaluation des accords du 23 mars 2009 à la base de la guerre actuelle dans l'est du territoire national. Hors des questions de mettre face à face sans témoin le gouvernement et les M23. Le timing de travaux est également chronométré à 15 jours. Kinshasa démontre toute collaboration avec les FDLR, précise le phare. Parlons du point de presse du porte-parole du gouvernement Lambert Mende tenu le 28 novembre. Le journal retient 4 points inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'incursion de FDLR au Rwanda, l'appel au M23 de quitter la ville de Goma, la solidarité avec les victimes de la guerre, ainsi que des pillages perpétrés par le M23 à Goma. Dans les premiers points, Lambert Mende a réfuté toutes les allégations de collusion avec les forces négatives rwandaises portées contre son gouvernement. Pendant ces temps, l'opposition est accusée de faire alliance avec le M23, révèle la manchette. Dans les officines de l'opposition, les calculs des négociations secrètes avec le M23 étaient à l'ordre du jour pour mettre le chef de l'État dans une situation difficile et les contraindrait à céder au chantage des avis du pouvoir de manière que l'on revienne au triste schéma des accords de Sun City en Afrique du Sud pour retarder le décollage du pays. La Colombe cite nommément l'IDPS selon les rapports des experts de l'ONU. Les partis chers à Etienne Tshisekedi comptent parmi les troupes qui ont pris contact avec le M23. Il nous revient pourtant que l'UDPS n'a pas encore manifesté publiquement son soutien au M23. Bien au contraire, on a entendu un discours ni figue ni raisin, conclut le journal. L'avenir s'intéresse à la plénière de l'Assemblée nationale, écrit Matata éclaire l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a éclairé hier la religion des députés quant à la situation qui prévaut actuellement à l'est de
la RD Congo. Il en a donné tous les détails, notamment sur la jeunesse des rébellions nées généralement de l'indiscipline et de la mutinerie, les multiples guerres d'agression dont celle-ci n'est qu'une énième dans la série noire de souffrances imposées par certains États voisins tels que le Rwanda renchérit la prospérité. À la fin du discours du Premier ministre, une vive agitation a été observée au Palais du Peuple lorsque la députée Vicky Katoumoua a estimé que la plénière était suffisamment éclairée, ce qui n'était pas du tout de certains élus de l'opposition. Après une suspension de travaux, le président de l'Assemblée nationale a préféré lever la séance pour amener la sérénité nécessaire pour la poursuite de travaux. Parlons autre chose à présent, la restitution des rapports de la première phase de l'étude du pont route Rail Brazzaville-Kinshasa, conduite par Fridolin Kacheshi-Moussoka, ministre de la TUITPR, une délégation de la RDC composée du ministre du Plan, du Transport et des Voies de Communication a traversé les poules Malébo. La délégation de Kinshasa a séjourné à Brazzaville pour participer à l'atelier de restitution de rapports de la première phase de l'étude du pont Rail Brazzaville-Kinshasa et du prolongement du chemin de fer. Ouvert le 27 novembre 2012, les travaux se clôtureront demain vendredi 30 novembre 2012. Entre-temps, les experts de deux Congo travaillent sur le dossier. Information à lire dans Le Potentiel. Voilà qui met fin à cette synthèse de journaux parus ce jeudi. Élisée Bilonda. Et voilà une belle synthèse des journaux Rosa Wazi qui met fin à cette édition. Merci à vous tous de votre aimable attention. Plus d'actualités sur www.lepotentielonline.com. Bonne soirée chez vous et sur nos ondes. Au revoir.